Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui, André Berkov, pour le face-à-face, vous recevez le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale et auteur de ce livre « Soigné par la mort, est-il encore un soin ?» C'est aux éditions du CERF. Bonjour professeur. Et c'est vrai que c'est un sujet évidemment qui concerne tout le monde. N'oubliez jamais, moi c'est un proverbe que me disait mon grand-père, mais ce n'est pas de lui. Il disait, n'oubliez jamais que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Et surtout, Malraux, l'homme est le seul animal qui sait qu'il doit mourir. Et alors, justement, professeur Emmanuel Hirsch, je rappelle que vous êtes professeur d'éthique médicale, on l'a dit, professeur émérite, l'Université Paris-Saclay, vous avez été membre de l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de chirurgie, vous êtes président du conseil d'éthique de l'Institut Raphaël, on en parlera, et vous venez de publier aux éditions du CERF, Soigné par la mort, est-il encore un soin? Et c'est vraiment, effectivement, l'un des sujets les plus importants aujourd'hui, vu les projets de loi qui se préparent sur l'aide à mourir, sur la mort, choisir sa mort, choisir sa vie. Et je voudrais aussi signaler un très bon fascicule paru à l'excellente Fondapol, Fondation pour l'innovation politique, Suicide assisté, euthanasie, le choix de la rupture et l'illusion d'un progrès, de Yves-Marie Doublet, qui vient de paraître également. Je vous renvoie aussi à cela, et évidemment au livre d'Emmanuel Hirsch. Alors Emmanuel Hirsch, il faut juste rappeler ce projet de loi. Ce projet de loi aide à mourir, soins palliatifs, droits des patients. Il vient d'être présenté mercredi dernier en Conseil des ministres. Les députés entameront l'examen du texte dans l'hémicycle fin mai, donc c'est pas très loin. Alors voilà, on va en parler avec vous. Donc il contient... Si le texte est adopté, c'est une première en France. Il faut rappeler, certains patients pourront demander à un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'ils désignent d'être aidés à se suicider. Même si le texte n'évoque qu'une aide à mourir, il s'agit bien d'assister la personne pour se donner à mort ou d'accomplir le geste fatal. Alors, évidemment, il y a des conditions extrêmement strictes. Nous allons en parler, bien sûr, des étapes, déroulement du geste. Et puis, on parle effectivement des soins palliatifs, puisque jusqu'à présent... Est-ce qu'il s'agit d'opposer, Étienne Hirsch, soins palliatifs et aide à mourir? Parce que certains vous disent, mais attendez, l'un n'est pas antinomique de l'autre. Les soins palliatifs, bien sûr, c'est très important. Mais si quelqu'un veut décider de mettre fin à ses jours en toute lucidité parce qu'il souffre trop ou pour d'autres raisons, est-ce qu'il ne devrait pas être libre de le faire? D'abord, merci de l'invitation, surtout sur un sujet aussi délicat. Et là, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de membre de société savante. Il y a un individu, le citoyen. Emmanuel Hirsch, qui est aussi démuni et aussi vulnérable, mais qui se pose des questions comme tout citoyen. Et l'évolution importante, elle intervient maintenant avec la loi qui a été présentée en Conseil des ministres le 10 avril. Le Conseil d'État s'est prononcé le 4 avril en faveur de l'évolution de la loi, en insistant sur la nécessité de clarifier les mots. Puisque effectivement, cette loi est relative à l'accompagnement du malade et de la fin de vie. Et en fin de compte, dans le titre, on ne parle pas d'euthanasie ou de suicide assisté. L'évolution importante étant, et on en parlera, que l'acte létal peut être porté aujourd'hui par un tiers, et c'est une évolution qui n'était jamais envisagée depuis la première loi française, qui est la loi du 9 juin 1999, précisément sur les soins palliatifs. On en est à notre 5e législation. C'est la première loi. La première loi, c'était en 99. Ensuite, il y a eu la loi, vous savez, droit des malades, la loi Kouchner, où on abordait cette question. Ensuite, il y a eu la fameuse loi Leonetti du 22 avril 2005, droit des malades et fin de vie. La loi qui est importante, pour moi, c'est la loi de référence, puisque Jean Leonetti est contre la mort intentionnelle, c'est-à-dire on ne donnera pas, quand on est médecin intentionnellement, la mort à une personne, mais abréger la souffrance est d'une telle importance que même si ça abrège l'existence, c'est concevable, mais c'était pas l'intention. Puis la dernière loi, celle qu'on est en train de revisiter ou de réviser, c'est la loi de février 2016, qui parlait de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est-à-dire on endort la personne qui ne se réveillera pas, avec l'intention malgré tout qu'elle ne se réveille pas. Maintenant, pour répondre à votre question,
historiquement, il y a une distinction effectivement entre le mouvement des soins palliatifs qui apparaît en France dans les années 80, selon le modèle anglo-saxon, et puis la position de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui apparaît dans les années, fin des années 70, avec des personnalités comme le sénateur Henri Caillavet, qui revendique une autonomie décisionnelle, la maîtrise de la vie, notamment dans le contexte à l'époque de la réanimation. Et il s'indignait sur les conditions de ce qu'on appelait à l'époque l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable. Donc ça, les références, si on veut, tout se joue dès les années 80, avec une option, les soins palliatifs. Nous accompagnons en relation avec la personne sa vie jusqu'à son terme, mais nous anticipons pas sa mort, nous abrégeons pas son existence. On met en place... Nous l'accompagnons jusqu'à ce que la mort advienne. On met en place, mais en concertation avec la personne, en concertation avec sa famille. Nous mettons en place une stratégie thérapeutique de soutien, de confort de vie, mais nous maintenons la relation, y compris d'ailleurs avec des phases de sédation, c'est-à-dire on peut l'endormir d'une manière progressive, mais réversible. Bref, on n'intervient pas sur le coût des choses. D'accord. Et puis, vous avez ensuite une autre approche, qui est effectivement une approche un peu en contradiction, mais qui ne s'oppose pas aux soins palliatifs. Aujourd'hui, les gens de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité défendent l'accès universel aux soins palliatifs, mais disent alternativement, si une personne le souhaite, et selon certains critères, au nom de quoi on doit s'opposer à ce qu'elle demande l'aide active à mourir. Le seul problème étant qu'elle le demande à un médecin. Donc c'est un acte dans un contexte médical. C'est ce que dit le projet de loi. Voilà. Et donc le projet de loi est ambigu, si vous voulez. D'abord, il a des richesses et puis il a des ambiguïtés. Il a une ambiguïté puisqu'il n'aborde pas franchement le fait euthanasie et suicide assisté, ce que les pays qui nous ont précédés ont dit depuis 2021. Quand vous regardez depuis les premières législations, en fin de compte, vous voyez à quel point les pays ont été clairs de ce point de vue-là. Mais cette loi est une loi qui est mise un peu en cause parce que dans une même loi, on parle du concept d'accompagnement appliqué aux soins palliatifs et appliqué à l'aide à mourir. Et certains considèrent que c'est pas la même chose que d'accompagner une personne jusqu'au terme de sa vie ou d'anticiper sa mort. Et donc la loi, néanmoins, a des éléments importants. D'abord, c'est la loi qui sera la loi de la République. Donc une fois qu'elle sera votée, ça sera la référence. Il y a une concertation. Vous savez qu'il y a eu une convention. Oui, alors justement, Étienne Hirsch, par rapport à ça, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qu'écrit Yves-Marie Doublet dans son fascicule. Il dit ceci, il dit « Les soins palliatifs reposent sur une éthique de la vulnérabilité de la personne. L'euthanasie et le suicide assisté postulent la prééminence de l'autonomie de la personne sur sa vulnérabilité. » Et dit Doublet, ces deux approches sont incompatibles. D'abord, le document de Fondapol est remarquable. Yves-Marie Doublet est un juriste, il dissèque la question de l'euthanasie, et en mentionnant que la plupart des pays qui ont été favorables dans un premier temps au suicide assisté sont aujourd'hui des pays où l'euthanasie est devenue une pratique courante, c'est-à-dire on banalise la pratique de l'euthanasie. Donc il donne des éléments tout à fait importants. En fin de compte, il pose la question de la vulnérabilité. Effectivement, lorsque vous êtes au terme d'une existence ou lorsque vous êtes atteint d'une maladie grave, vous posez la question de votre vie, de votre mortalité, et vous êtes vulnérable. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder la vulnérabilité dans une société démocratique. C'est juste un point important. Pour moi, je m'interroge, est-ce qu'il y avait vraiment urgence à légiférer sur l'euthanasie ? Je pense que ce dont les gens ont le plus besoin, c'est de solidarité. Quand vous êtes vulnérable, vous avez besoin de prendre appui sur des personnes. Je trouve pas que ce soit vraiment un signal très fort aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'on dise la grande loi sociétale du gouvernement aujourd'hui, c'est une loi favorable à l'euthanasie, au suicide assisté. Donc pour répondre à la question qui est posée par Yves-Marie Doublet, vous êtes vulnérable, vous avez besoin de sollicitude, c'est les soins palliatifs qui vous les apportent. Vous êtes vulnérable, mais vous voulez, d'une manière autonome, maîtriser votre existence jusqu'au bout, et vous considérez qu'à un moment donné, ce que vous vivez est une imposture, est incompatible avec vos valeurs, et vous sollicitez l'assistance à la mort par un médecin qui soit pratiquera l'acte létal, soit entière. Donc la vulnérabilité, de toutes les façons, on va pas y échapper. C'est pas parce que vous aurez une loi favorable à l'euthanasie que vous serez moins ou plus vulnérable. De toute façon, tout existe. Toute personne existante, c'est vulnérable. Par nature, on est vulnérable dès lors qu'on est mortel.
essentiel. Justement, absolument. On va en parler, justement, Étienne Hirsch, professeur Étienne Hirsch, juste après cette petite pause, parce qu'on pose le problème fondamental, et je voudrais vous le poser, effectivement, en me faisant non pas l'avocat du diable ou de la mort assistée, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très important du côté de l'autonomie, parce qu'il ne faut pas jeter l'autonomie avec l'eau du bain. On va en parler après cette courte pause, et puis vous aurez la parole, évidemment, 0826 300 300, le professeur Emmanuel Hirsch est notre invité jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Soigner la mort est-il encore un soin ? Effectivement, soin palliatif d'un côté, aide à la mort de l'autre, pour ne pas dire euthanasie. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est évidemment l'un des problèmes les plus fondamentaux qui nous concernent tous. Petits, grands, jeunes, moins jeunes, etc. Et votre livre, Emmanuel Hirsch, effectivement, pose le problème et vous prenez position. Et justement, je voudrais poser la question parce que, au fond, moi-même, je suis très... je suis pas le seul, très dubitatif. C'est-à-dire que d'un côté, je comprends très bien, et c'est formidable qu'il y ait les soins palliatifs, qu'il y ait tout ce qui est accompagnement, c'est fondamental. Mais d'un autre côté, si moi, personne quand même lucide, je ne parle pas de personnes qui sont effectivement, qui ne sont plus du tout, hélas, dans la lucidité ou pas. Eh bien, si parce que je souffre trop, parce que pour telle ou telle raison, j'ai envie d'en finir, parce que franchement, mes souffrances ou etc. ne vont pas. Alors, je ne vais pas vous citer parce qu'on me dit oui, mais tu vas citer Ernest Hemingway, tu vas citer Romain Gary, tu vas citer des gens qui ont décidé. Et je rappelle quand même que dans son premier livre, Albert Camus disait le seul problème philosophique fondamental, c'est le suicide. Donc, ce n'est pas rien. Et au fond, d'un côté, et c'est ça qui m'a toujours frappé, on prône la liberté, l'autonomie, liberté, égalité, fraternité, très bien. Mais alors, j'ai la liberté de mener ma vie, de choisir ma vie, mais je n'ai pas la liberté de choisir ma mort. André Berkov, vous posez une belle question pour laquelle on n'a pas de réponse, parce que c'est le jour où on sera confronté à titre personnel ou pour un proche, on sera devant l'épreuve de vérité. C'est pour ça que... Exact. Y réfléchir et en parler en société, c'est important en termes de responsabilité. Qu'est-ce que l'on peut faire pour accompagner le mieux possible une personne en situation de détresse et ses proches? Ça, c'est un enjeu politique important. Tout à fait. Mais on est aussi démunis l'un que l'autre. Juste, je pense qu'il ne faut pas non plus poser la question de l'autonomie comme un principe absolu. Autant je respecte la loi du 4 mars 2002, droit des malades, qui parle de l'autonomie, du consentement, toutes les valeurs de l'éthique. Autant lorsque vous êtes atteint d'une maladie qui, pendant des années, vous a confronté à tant de difficultés, à tant de précarité, à tant de souffrances. Qu'en est-il de votre capacité de réflexion sur ce que vous souhaitez au juste, le mieux pour vous, d'une certaine manière, le préférable ou le moindre mal? Donc on est dans des contextes... Vous présupposez, professeur Hirsch, que la capacité d'autonomie diminue? Non, je considère que si vous êtes alité pendant 3 mois, sans rencontre avec les uns et les autres, sans interaction sociale, vous n'avez pas la même capacité de discernement et de réflexion que si vous avez un environnement, que vous écoutez Sud Radio régulièrement. Bref, il y a tous ces éléments d'interaction. Donc c'est un élément à prendre en compte. Je respecte comme un absolu l'autonomie de la personne, l'autonomie morale de la personne, y compris d'ailleurs lorsqu'elle a anticipé une décision. Et c'est toute la question des directives anticipées. Mais en situation, on voit que le principe d'autonomie, c'est beaucoup plus le principe d'hétéronomie. C'est-à-dire on est dépendant aussi d'une interaction avec les personnes. Autonomie et dépendance. Voilà. Donc il est évident qu'on doit respecter la volonté affirmée d'une personne. Là où vous avez un problème, disons, éthique, c'est lorsque vous faites appel à un médecin, un tiers, pour intervenir, pour vous faire mourir d'une certaine manière. Lorsque vous êtes dans un acte autonome absolu, c'est le suicide. C'est vrai que Camus dit que c'est une question importante. Je dis pas que ce soit bien ou pas de se suicider seul. Non, et je comprends que certaines personnes, face à ce suicide qu'elles envisagent... C'est le cas de Gary, d'Hemingway et beaucoup d'autres. Oui. Je comprends que certaines personnes disent, mais on a besoin aussi d'une assistance, c'est-à-dire d'une présence. Voilà.
Regardez les personnes très âgées aujourd'hui qui se suicident dans la solitude, dans le désarroi, quelquefois même qui se ratent, c'est-à-dire qui se retrouvent avec des conséquences en réanimation. Donc encore une fois, toutes ces questions, je cherche à les analyser sans dogmatisme. Maintenant, sur le point de la distinction qui est faite entre suicide et euthanasie, le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis très intéressant en septembre 2022, l'avis 139, où il dit lorsqu'on se suicide, c'est un acte plus autonome que lorsque l'on est euthanasié, puisque c'est un tiers qui intervient. C'est des distinctions qui sont à prendre en considération. Et pour revenir à la première question que vous avez posée... Pourquoi ? C'est très important. Vous dites que ça change, mais attendez, si je suis autonome et que je demande simplement, parce que je ne suis pas sûr justement de savoir me suicider, et je demande l'aide d'un médecin, en quoi c'est différent ? Je suis pas pour être dans le côté sophistiqué des termes. Non, mais c'est vrai que lorsque vous pratiquez vous-même l'acte, c'est ce qu'on fait par exemple, regardez dans un pays comme la Suisse, la personne, à un moment donné, c'est elle qui lance... Qui prend le cocktail lithique, par exemple. Voilà, donc c'est un acte autonome. Il a été préparé, il y a déjà des adjoints. Il a été préparé, mais le dernier acte, si on veut, la dernière décision, la dernière volonté, c'est la personne elle-même qui en décide. On dit que pour l'euthanasie, il y a une mécanique qui se met en place et la personne qui injectera le produit létal sera professionnel de santé ou dans le projet de loi, ça peut être même un tiers qui n'est pas un professionnel de santé, ce qui pose bien des questions. Oui. Ce que j'aimerais pas, c'est rentrer dans la minutie, si vous voulez, de ces explicitations. Parce que lorsqu'on est confronté à une détresse humaine, qui n'est pas que physique, qui est existentielle, vous n'avez plus de goût à l'existence, vous êtes seul. C'est ça les réalités à partir desquelles il faut partir. Ce sont des réalités, pour moi, d'abord politiques, beaucoup plus que médicales. Mais pour la sollicitation du médecin, et c'est toute la complexité du projet de loi, quel va être le critère qui déterminera le médecin à considérer que la demande est recevable ou pas. Et donc, vous avez le président de la République, et ça a été transposé dans la loi, qui dit il y a un critère d'âge, avoir plus de 18 ans, être en capacité de discernement, être atteinte d'une maladie qui est incurable, avec la question du pronostic qui pose aussi des problèmes, parce que vous pouvez très bien avoir une maladie incurable et avoir un pronostic vital qui est plus à long terme qu'à moyen terme. Donc il y aura tous ces débats qui sont très sophistiqués. Mais pour revenir vraiment au fond de votre question, c'est la question de la liberté de disposer finalement de son corps. Quand c'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de spécifique, d'exceptionnel, est-ce qu'une loi pourra définir des critères ? La loi, par nature, est normative. Est-ce qu'elle pourra définir des critères ? Mais ce qui m'interroge, moi, d'un point de vue éthique, dans mes pratiques actuelles, je vais beaucoup dans les EHPAD et beaucoup dans les cliniques qui accueillent des personnes atteintes de maladies mentales. Depuis qu'il y a ce débat sur la possibilité d'une loi qui serait favorable à la dépénalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, des personnes qui n'y auraient pas pensé commencent à se dire, mais ça va être possible, c'est dans la loi, donc c'est quelque chose que je pourrais m'autoriser. Et oui, vous évoquiez tout à l'heure les soins palliatifs. Vous avez une personnalité emblématique dans les soins palliatifs, c'est Claire Fourcade, qui est la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle disait jusqu'à présent, la loi m'interdisait. Et c'était pour moi important de savoir que je ne peux pas donner légalement suite à une demande. J'ai un interdit et j'ai une retenue vis-à-vis de la personne, et la personne sait qu'il y a un interdit. Et le jour, effectivement, où on transgresse cet interdit, je dis c'est quelque chose d'envisageable probablement au cas par cas. Comment la loi va encadrer cette transgression, puisque c'est une transgression ? Est-ce que c'est au médecin seul de prendre la décision ? Est-ce qu'il n'y a pas un magistrat qui pourra intervenir pour valider véritablement cette position ? Donc vous avez une multitude de questions qui vont être posées, et le Parlement, puisque l'Assemblée nationale maintenant commence à consulter, il va y avoir le débat à l'hémicycle. Voilà. Donc c'est aussi à chacun d'entre nous, et je termine sur ce point, c'est une affaire de conscience personnelle, individuelle, mais pensez également aux conséquences. On le voit pour le suicide dans les familles qui ont eu quelqu'un qui s'est suicidé, la culpabilité. Pensez aux conséquences d'une demande de mort qui sera partagée avec une famille, sur le deuil aussi de la famille. Il y a aussi ces éléments à prendre en considération. Donc on rentre dans quelque chose de complexe, et pour moi l'approche, c'est toujours une approche au cas par cas. C'est une approche très intime. Donc, en fait, il ne faudrait pas de loi. Pour moi, personnellement, pour dire les choses telles qu'elles sont, les propagandistes de la loi disent il y a des euthanasies clandestines dans notre pays.
dans les pays qui ont légiféré, il y a aussi des euthanasies clandestines. Ils disent ensuite, on va encadrer la loi. C'est-à-dire, il y aura des critères extrêmement précis. Tous les pays qui nous ont précédés ont encadré au départ, et ensuite, ça s'est élargi naturellement en termes de justice. Oui, on a vu en termes de chiffres, il en parle, Marie Doublé. Donc, par rapport à la question que vous me posez, je ne suis pas certain qu'il y ait une meilleure loi que la loi du 22 avril 2005, qui est la loi Leonetti. C'est dommage que l'on n'ait pas véritablement mise en œuvre. Je pense que l'idéologie dans ce domaine, le côté de libéraliser la mort, c'est quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant, puisque finalement vous mourrez in fine. Et donc décider de sa mort, je préférais qu'on puisse décider de sa vie. Et si j'avais été au bout des choses, j'aurais plutôt souhaité une loi favorable au droit de vivre sa vie, d'une certaine manière, en société, y compris lorsqu'on est atteint d'une maladie évolutive. Et quand vous êtes sur le terrain, parce que c'est bien d'en parler d'une manière théorique, et on va entendre vos éditeurs s'exprimer, et quand vous êtes confronté à la réalité d'une maladie, vous avez besoin d'abord de société, vous avez moins besoin, j'allais dire, de loi que de société. Vous avez besoin de sollicitude. On va en parler, on va continuer à en parler après cette petite pause, et puis avec les auditeurs de Sud Radio, je suis sûr qu'il va y en avoir beaucoup. Effectivement, venez témoigner, venez poser vos questions. On essaiera de répondre à vos interrogations avec le professeur Emmanuel Hirsch qui est avec nous jusqu'à 14h. 0826 300 300 pour intervenir. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une brochure que je vous recommande et un livre que je vous recommande, la brochure Suicide assisté, euthanasie, le choix de la rupture et l'illusion de progrès de Yves-Marie Doublé, paru aux éditions de la Fondapol, Fondation pour l'innovation politique, et puis le livre d'Emmanuel Hirsch, Soigné par la mort, est-il encore un soin? Vraie question. Et vous disiez un peu plus tôt, Emmanuel Hirsch, le droit de vivre sa vie. Oui, certes, le droit de vivre sa vie, mais vous savez très bien, on ne va pas déborder, mais quand même, le nombre de gens qui ne vivent pas leur vie pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la santé est innombrable, pour des raisons politiques, sociales, économiques, d'esclavage et autres. Au fond, quand même, la question que j'ai envie de vous poser, c'est ça, c'est que vous dites socialement et autres. Encore une fois, je vais vous donner juste un petit exemple. Alors là, c'était à Portland, en Oregon, donc, où vous le savez, comme dans plusieurs pays, qui ne sont pas des pays les moins démocratiques que d'autres, et il y a effectivement la volonté de choisir sa mort et de choisir le moment où on a envie de finir. Je vais donner l'exemple de ma tante, la femme de mon oncle, rapidement, je le fais rapide, qui était quelqu'un qui avait un cancer, et qui avait 87 ans. À l'époque, était vraiment en toute, je la connais bien, je vais souvent aux États-Unis, donc, et qui un jour me dit, voilà, j'ai décidé, déjà sa famille, j'ai décidé de partir. Je dis, attends, mais ça va. En plus, elle sortait, elle n'était pas clouée au lit. C'était pas quelqu'un qui était en coma prolongé, et qui dit, voilà, non, j'arrête. Mais pourquoi? Vraiment, on était tout. On dit, j'arrête. J'ai pas envie de devenir un légume. J'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie de j'arrête. Alors, il s'est passé juste quelque chose. La première fois, donc, le médecin est venu la voir. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, je suis sûr. Il dit, bon, on va vous donner 2 mois. En 2 mois, on revient. Parce que, est-ce que vous serez toujours dans le même état d'esprit? Revenu 2 mois après, il y a eu 3 visites en 4 mois. Et à la 3e visite, là, on lui a, on donnait le cocktail lithique, etc. Est-ce que quand même, là aussi, est-ce qu'on ne respecte pas, est-ce que c'est pas une manière aussi de respecter, parce que personne l'a obligé, l'autonomie de la personne? Alors, je vais répondre à la question sur l'Oregon. Cette législation n'a du recul. Il y a plus de 40 ans qu'ils ont dans cet état cette loi favorable au suicide médicalement assisté. Je vais répondre, mais juste sur droit de vivre sa vie. C'est pas une litote, c'est pas quelque chose de facile. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le premier projet de loi qui avait été, la proposition de loi qui avait été faite sur la fin de vie, c'était de vivre sa mort par Henri Caillavet, d'accord? Vivre sa mort, ce qui pose en soi, d'un point de vue conceptuel, une représentation intéressante. Vivre sa vie, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à pouvoir accéder à un service hospitalier. Lorsque vous êtes dans une situation de précarité sociale, vous avez des difficultés. Lorsque vous êtes dans le grand âge et dans la dépendance, vous avez des difficultés. C'est-à-dire vous avez énormément d'obstacles qui sont des obstacles à vivre votre vie jusqu'au bout. Alors que par défaut, demain, parce que vous avez l'impression que vous pesez trop sur la société, sur vos proches, ou qu'il n'y a pas les bonnes réponses adaptées, vous dites la meilleure issue
regardez ce qui se passe au Canada, c'est l'euthanasie, c'est une question qui m'interpelle. Donc je dis, de la même manière que on a entendu très très récemment la ministre de la Santé qui a dit tant qu'il n'y aura pas des soins palliatifs en France, accès universel aux soins palliatifs, notre loi, la prochaine loi, n'aura pas une véritable efficacité puisqu'il n'y aura pas d'alternative entre soins palliatifs. Donc je referme la parenthèse pour dire, quand je dis droit à la vie, c'est-à-dire droit à une vie sociale, et on attend de marginalisation, on est une société tellement excluante que je dis, d'abord posons cette question, et posons aussi la question ensuite de la famille. Bien sûr. Le modèle de l'Oregon, puisque c'est appelé le modèle de l'Oregon, est quelque chose d'assez intéressant puisque on met à disposition de la personne qui est effectivement dans une situation critique, qui est en fin de vie, qui a une maladie incurable, le médecin, après ce diagnostic, met à disposition le produit et la personne peut ou non décider de l'utiliser. Et dans les études rétrospectives, 30 à 40% des personnes n'utilisent pas ce produit. Donc le fait de pouvoir décider, le fait de pouvoir décider, c'est quelque chose d'important. Mais dans les études, et c'est repris d'ailleurs dans l'étude, je crois, de Yves-Marie Doublet, qu'on peut télécharger, je dis pour les éditeurs, ils peuvent le télécharger aujourd'hui sur Fondapol. Ce qui est intéressant aussi à constater, c'est que les personnes qui recourent le plus au suicide médicalement assisté sont des personnes en situation de précarité, d'isolement social. C'est un élément à prendre en compte. Même chose dans le Canada. Au Canada, vous regarderez sur les études, c'est les personnes plutôt en situation de précarité, quelquefois qui n'ont pas accès, pour des raisons économiques, à des soins, à des traitements. Donc c'est un élément à prendre en compte. Tout ça pour dire que, effectivement, certains, et même le Comité consultatif national d'éthique, préféraient, si on avait à préférer, le suicide assisté, c'est-à-dire dans le cadre d'une discussion avec votre médecin, à un moment donné, il vous donne le produit et c'est vous qui, à un moment donné, allez prendre le produit et l'ingérer. Juste un point qui est important, je critique ce projet de loi dans la confusion qu'il fait entre soins palliatifs et puis aide à mourir, c'est-à-dire euthanasie et suicide assisté. Mais il y a des parties... Il les confond, vous voulez dire? Oui, les confond pas. Ça s'appelle l'accompagnement. C'est là où il y a à distinguer les choses. C'est le Conseil d'État qui le dit clairement. Mais il y a des éléments importants dans cette loi, et très très positifs. Notamment la possibilité d'une consultation. Vous savez, on parle des directives anticipées. Donc il y aurait la possibilité suffisamment en amont d'en parler avec un médecin sans qu'on soit dans la phase terminale. Donc d'anticiper, quitte ensuite à revenir sur une position. Donc il y a la création de maisons d'accompagnement dans les villes. C'est-à-dire, c'est le modèle des hospices. Vous savez, je vous parlais des soins palliatifs. Quand ils sont nés notamment en Grande-Bretagne, et vous avez des maisons qui sont dédiées, où une personne qui ne peut plus rester à son domicile ou qui ne doit pas rester à l'hôpital pourra être accompagnée, par exemple, pendant un mois en fin de vie. Donc vous voyez, tout n'est pas à contester dans ce projet de loi. Ce qui est le plus contestable, c'est de ne pas parler d'euthanasie et de suicide assisté, mais de parler d'aide à mourir. Oui, et puis d'avoir confondu. Voilà. Ces mots-là. Et c'est ce que le Conseil d'État dit dans son avis, dans son rapport du 4 avril. Une question, professeur Hirsch, par rapport justement, vous parliez de ça. Est-ce que pèse, vous avez vu toutes les études, vous les avez vues beaucoup plus minutieusement que moi, que pèse l'économie? Est-ce que quand vous parlez de situation en précarité, il y a aussi la précarité économique. Il y a d'abord, d'ailleurs, enfin, hélas, la précarité économique qui peuvent pousser des gens à des décisions tout à fait qui n'auraient pas pris autrement. Faut le dire. C'est pas mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Mais je veux dire quelque part, hélas, ça joue. Et deuxièmement, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de faire effectivement ces maisons d'accompagnement, etc. Quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, quand on voit ce qui se passe dans les urgences, quand on voit, je parle même pas de la dette, etc. Je veux pas être politique, mais est-ce qu'on a les moyens de faire ces maisons? Alors 2 points. D'abord, le gouvernement s'est engagé sur les 10 ans qui viennent à financer le développement des soins palliatifs en y mettant de l'argent. C'est pas une question de moyens, c'est aussi une question de possibilité de personnel, de compétences. Vous pouvez toujours mettre de l'argent aujourd'hui. Il y a des unités de soins palliatifs qui ont été fermées par manque de collaborateurs. Et c'est pas une loi comme celle qu'on nous propose qui va inciter des professionnels des soins palliatifs à continuer. Ça, c'est le premier point. Ces maisons de vie, économiquement, seront moins coûteuses, me semble-t-il, en termes d'accueil des personnes, que le domicile ou l'hôpital. Donc, en termes d'économie, en tous les cas, c'est un engagement qui a été pris officiellement et qui, à mon avis, peut être assez facilement tenu. Sur le deuxième point, qui était votre premier point et qui est vraiment très important, j'aime pas les effets de manche et les facilités. J'insiste vos auditeurs et vos auditrices à regarder ce qui se passe au Canada.
Vous avez aujourd'hui des personnes qui sont en situation de précarité économique, qui ne peuvent pas se payer. Nous, on a la chance d'avoir une solidarité à travers la sécurité sociale. Et donc, les médecins leur disent, est-ce que vous préférez pas l'euthanasie? Il y a déjà des études qui ont été menées. Oui, mais vous regarderez, c'est pas la discussion, ça a été même abordé au Parlement, notamment au Canada. Et la vraie question, c'est les personnes qui ont le sentiment de peser sur la société, ou les personnes qui ont l'impression que le poids économique auquel ils vont être soumis va faire qu'ils ne pourront plus céder à leurs enfants, transmettre à leurs enfants leur patrimoine. Donc c'est des dilemmes quand on sort des généralités auxquelles chacun peut être confronté. C'est vrai, il y a aussi des familles qui ne se comportent pas très bien. Vous avez tout à fait raison. Mais si vous rajoutez que, d'après les estimations des économistes de la santé, les derniers mois de l'existence sont quelquefois les plus coûteux en termes de frais, d'accompagnement. Ils se disent, après tout, pourquoi ne pourrait-on pas Voilà. Vous avez même, et c'est très intéressant, dans l'engagement, j'en dirais pas davantage, d'un certain nombre de personnes en faveur de l'euthanasie, des gens qui peuvent y trouver un intérêt purement économique. Et on peut pas non plus le reprocher, on a un équilibre. On l'a vu pendant la Covid, quand on parlait de la solidarité intergénérationnelle, quand des gens ont dit on a investi pour essayer de sauver des personnes qui seraient mortes de toutes les manières de vieillesse, au détriment de la jeunesse. Vous voyez, donc c'est des éléments qu'il ne faut pas mettre sous la table, mais il faut en parler avec responsabilité. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, et des gens qui disent des populations, mon beau souci, ils le disent. Esteban, ça fait réagir puisque nous avons Brigitte qui nous appelle depuis l'Indre au 0826 300 300. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour, voilà, je vous appelle parce que le sujet de Fazli m'intéresse, surtout concernant la maladie d'Alzheimer. Bon, moi j'ai des grandes chances de me retrouver Alzheimer d'ici peut-être 2-3 ans. Je me vois mal vivre une fin de vie dans des institutions qui d'abord sont très chères, et je ne veux pas être cette espèce de personne qui n'a pas qui n'est plus un être vivant en fait, enfin qui est un être vivant mais qui n'a plus de décision à prendre, d'autonomie, et je ne me vois pas faire ça. Alors je me demande si là actuellement je suis pas encore saine d'esprit, est-ce que je peux m'engager à avoir cette fin de vie que je désire au moment où je le désire. C'est-à-dire quand vraie question. Je vous écoute. Tout à fait, vraie question. D'abord, toute ma sollicitude à l'égard de Brigitte. Et je lui souhaite de préserver sa vie, sa qualité de vie le plus longtemps possible. Oui, mais si elle ne peut pas. Non. Déjà, ça c'est d'un point de vue liminaire. Ça s'est posé pour une personnalité aux Pays-Bas, Hugo Claus. On lui a annoncé la maladie d'Alzheimer. Et sachant que la loi n'était pas compatible avec son euthanasie, au moment où il ne serait plus en capacité de décider de discernement, il a préféré anticiper sa mort. Vous voyez, il était encore en lucidité. Le grand poète, voilà. Tout ça pour dire à Brigitte que pour moi, c'est un élément à prendre en compte dans le débat parlementaire. Puisque aujourd'hui, on dit que seules les personnes qui ont une capacité de jugement critique, de discernement, au moment où ils feront la dernière demande, d'une certaine manière, pour être recevables en termes d'accès au suicide assisté ou à l'euthanasie. Donc je dirais que à Brigitte, c'est un élément qui me semble fondamental, l'élément qu'elle vient de poser. Oui. Et juste dire aussi que c'est pas parce que à un moment donné vous n'avez plus une capacité de penser, de consentir, c'est le terme qu'on emploie en matière d'éthique, que vous ne pouvez pas être reconnu dans vos valeurs et dans vos droits. Et donc moi, dès la semaine prochaine, puisqu'on est audité à l'Assemblée nationale, je peux dire à Brigitte que je poserai cette question, qui pour moi est une question majeure. Merci beaucoup Brigitte pour votre témoignage et votre question. On va marquer une toute petite dernière pause dans Berkov dans tous ses états. On revient dans quelques instants au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, toujours avec André Berkov et le professeur Emmanuel Hirsch qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons Elisabeth qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Je voudrais vraiment remercier le docteur Hirsch du fond de ce qu'il dit. Parce que pour moi, on est en train de vouloir légaliser la mort par tous ses aspects et on oublie complètement de légaliser la vie, et je suis bien d'accord avec lui. On a voulu légaliser l'avortement, on veut légaliser l'euthanasie,
on suspend des médecins qui soignent et qui sont vraiment des vrais médecins, que ce soit l'homéopathie, que ce soit les plantes, que ce soit les naturopathes, etc. J'ai entendu une émission sur France Inter au sujet des personnes qui donnent leur corps à la mort, les copains de notre président actuel qui joue au foot avec la tête. J'exagère pas, hein, c'est ce qui a été décrit vraiment. Oui, mais ne faisons pas des choses d'exception par rapport à ça. Il y a toujours des saloperies, je dis ça, des saloperies, mais il ne faut pas en faire une généralité, chère Elisabeth. Si vous voulez, aujourd'hui, au niveau des pathologies chroniques, on ne sait pas soigner les pathologies chroniques. Or, on sait que la majorité de ces pathologies sont issues de l'environnement. La charte pour l'environnement, aujourd'hui, elle n'est pas traduite dans la loi. C'est-à-dire que si vous avez si vous attrapez une sclérose en plaques, si vous attrapez une pollution qui est liée une maladie qui est liée à la pollution environnementale, vous ne pouvez pas vous retourner contre le pollueur parce que de toute façon, vous allez perdre. Par contre, et c'est ça, moi, mon problème, si vous voulez, c'est que on s'occupe beaucoup plus d'aller vers la mort. Et quand vous parliez tout à l'heure de dépopulation, moi, je trouve que c'est très inquiétant parce qu'on s'occupe pas de la vie. Voilà. Et les pathologies environnementales, toutes les pathologies chroniques aujourd'hui, les médecins ne savent pas les soigner. Voilà. Est-ce que les médecins ne savent pas soigner toutes les pathologies? Est-ce que toutes les pathologies sont environnementales, Étienne Hirsch? Je veux dire à Elisabeth que je ne partage pas toutes ces analyses, mais c'est aussi la rançon de la médecine aujourd'hui et du progrès que de permettre à des personnes qui seraient mortes très rapidement d'une maladie aiguë, d'un cancer, de vivre en famille, de vivre leur vie le plus longtemps possible. La vraie question pour certaines personnes, c'est le trop longtemps. C'est-à-dire quand, au bout d'un certain nombre d'années, on a l'impression d'être désocialisé et de vivre des fragilités. Ça, c'est la vraie question. On a beaucoup parlé des maladies évolutives, la maladie de Charcot. C'est vrai que vivre une maladie qui vous ampute de toute votre autonomie, mais vous gardez votre conscience, c'est un petit peu ce qui est évoqué par rapport à la maladie d'Alzheimer, où là vous perdez votre tête, entre guillemets, mais à un moment donné vous les décidez. Donc moi je serais pas aussi rapide que l'est Elisabeth. Je pense que c'est des vraies questions de société, de savoir qu'on a le bénéfice dans notre société française de bénéficier de traitements de grande qualité et qui nous permettent de vivre quelquefois d'une manière autonome, de reprendre un travail, ce que dans d'autres pays on n'a pas. La vraie question, c'est comment accompagner ces personnes, et je pense tout particulièrement aux personnes dans le grand âge. Ouais. Vous savez, les petits frères des pauvres nous ont rappelé il y a quelques semaines qu'il y a à peu près 580 000 personnes âgées en France qui sont pas dans des EHPAD mais chez elles, qui vivent seules sans rencontrer qui que ce soit aujourd'hui. Et quand je parle de droit à la vie, je parle pas de droit à la vie d'un point de vue idéologique. Je dis à une vie en société. Non, une vie en société. Une vie en société reconnue. Oui, mais oui, mais là vous touchez d'autres problèmes. Vous savez très bien, en Afrique, les vieux on les garde chez soi. En France et ailleurs, les vieux on les marginalise et on les élimine. Enfin, je caricature, mais à peine. Et c'est ça le problème. Non, mais c'est pour ça que je dis derrière le mot vie, je parle pas de la vie en soi. Non, je parle de la vie sociale, en société, en relation, en ayant l'impression qu'on est encore reconnu comme une personne. Nous avons Lydie qui nous appelle depuis Tarbes. Bonjour Lydie. Oui, bonjour Lydie. Oui, bonjour. Merci pour ce débat. Et alors, moi, je me permettais d'intervenir par rapport à notre maman qui est en institution depuis 8 ans déjà et qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Institution qui est très, très, très performante en magnitude, en accompagnement, en tout ce qu'on veut. Sauf que, on entend, excusez-moi Lydie, mais on n'entend pas très très bien. Est-ce que vous avez fermé votre haut-parleur? On va vous reprendre dans quelques secondes, Lydie, restez bien avec nous. On avait une question, Emmanuel Hirsch, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect tout simplement culturel, philosophique, peut-être religieux sur la mort aussi qu'il faudrait anticiper pour certaines personnes, pour dire est-ce qu'on peut finalement philosophiquement choisir sa mort si on en a encore toute sa conscience? Tout à fait, mais ce que vous posez, c'est une question de fond. C'est-à-dire, dans le passé, on avait une représentation de la vie, de l'au-delà, et la mort, c'était un moment de passage. Donc vous aviez une représentation spirituelle, et ça accompagnait aussi la fin de vie, y compris d'ailleurs la souffrance. On est dans une société sécularisée. C'est pour ça qu'on a politisé ces questions. Elles étaient médicales à un moment donné, elles sont aujourd'hui politiques. Mais c'est vrai que l'intervention du médecin, regardez la réanimation dans les années 70, fait que la mort intervient à un moment où on décide de la mort, parce qu'il y a des phases un petit peu incertaines. On a évoqué la maladie chronique, il y avait des personnes qui mouraient très rapidement d'une maladie. Aujourd'hui, on prolonge l'existence. C'est là où on est confronté à des défis. Et la réponse
ça peut être effectivement d'aider la personne à mourir si elle le souhaite, si elle considère qu'à un moment donné, sa vie est trop dure à assumer et trop dure à vivre d'une certaine manière. Là où moi je pose une question, c'est pas mettre en question la maîtrise de la personne, c'est qu'un médecin soit intervenu, qu'il y aura une médecine en quelque sorte de la mort, comme il y a une médecine des soins palliatifs. Et je considère qu'effectivement ça pose une question déontologique que de savoir si le médecin peut être à la fois celui qui aide à vivre jusqu'au terme de l'existence et celui qui fera mourir. Oui. Une fois que j'ai dit ça, je pense que dans une approche au cas par cas, ce qui se passe jusqu'à présent, et pour la maladie de Charcot, le fait que je suis depuis des années, j'ai été président pendant 4 ans de l'association nationale l'ARSLA, qui s'occupe précisément de ces personnes malades. En général, la décision, elle se prend au moment où il y a une complication. Est-ce qu'on va mettre une gastrostomie, une trachéotomie à la personne? Donc la décision, elle se prend en amont. Et regardez, en réanimation, vous avez ce qu'on appelle les limitations et arrêts thérapeutiques. On arrête parce que ça serait vain de continuer. Et on ne parle pas de loi, j'allais dire, sur l'euthanasie ou le suicide assisté. C'est traité dans la loi Leonetti. Donc voilà, pour moi, est-ce qu'on avait besoin de cette loi? C'est une question qu'on peut se poser. On l'aura. Mais comment on l'accompagnera? Ouais. Mais en fait, il y a autre chose. Je crois que vous avez tout à fait raison de poser le problème comme ça. Après, il y a 2 choses très différentes, en fait, et c'est ça. Il y a les accidents. C'est-à-dire qu'il y a l'accident, ce que parlent les jeunes qui se suicident. Après, là, on parle pas de maladie, il n'y a pas de désocialisation, etc. Il y a pour des raisons de harcèlement, etc., etc. Et ça existe, et ce n'est pas un petit cas, hein, des jeunes qui se suicident, et c'est un scandale absolu. Pourquoi un jeune se suiciderait, en tout cas, bon, sans être malade, enfin, et puis il y a tout le problème mental et compagnie. Ça, c'est une chose, et ça, malheureusement, personne ne peut le traiter, et ce n'est pas une loi qui le traitera, c'est les aléas, et terriblement, de la vie, qui est un métier à grand risque. Mais deuxièmement, et surtout, et on arrive vraiment au nœud du problème, c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on met en avant? Et on revient à l'histoire de l'autonomie ou pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que, au fond, et si on veut être, sans être radical, est-ce que, à partir du moment où je n'ai pas perdu mes esprits, bien sûr, où je ne suis pas dépendant, parce que c'est très important, autonomie et dépendance, est-ce que j'ai le droit, moi, être humain, même peut-être en toute irrationalité, enfin j'exagère, mais je veux dire en tout cas en toute liberté, de dire écoutez, moi j'estime que ma vie a eu ceci, cela, pour des raisons X et Y très différentes, je n'ai plus envie de continuer. Alors juste, vous posez, Berkoff, 2 questions de fond. Ouais. Vous me réinviterez pour la deuxième, déjà pour la première partie. On a une politique de prévention du suicide. Ça vous a pas échappé. Oui. Et donc, on a à peu près 12 000 suicides par an. Est-ce que ça va être favorable à cette prévention du suicide quand le psychiatre, et on manque de psychiatres en France, va être confronté à ces situations où les gens diront c'est dans la loi? C'est la question, à mon avis, que l'on peut poser. Maintenant, on pourra revenir sur ce sujet une autre fois. Maintenant, sur la question que vous posez, c'est une question fondamentale et très individuelle. La loi, c'est le général. Et vous savez que dans l'approche aujourd'hui du législateur, on parle de situation exceptionnelle. Chaque vie est exceptionnelle, chaque fin de vie est exceptionnelle. Comment le législateur encadrera cet aspect-là? Vous l'avez dit, il y a des personnes qui ont une volonté farouche, d'ailleurs, y compris d'ailleurs dans des tentatives itératives de suicide. Elles veulent mourir. La vraie question, c'est est-ce que c'est à la société d'apporter, j'allais dire, la garantie que ce sera mené à son terme? Est-ce que c'est au médecin d'intervenir? Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai pas dit du fond de ce qui se passe en général dans une relation de qualité avec un médecin. Quand vous avez votre cancérologue qui a lutté avec vous pendant des années et des années, j'allais dire vie à vie auprès de vous, pour tout faire pour vous sauver. Qu'à un moment donné, la guérison n'est plus au rendez-vous. La plupart des professionnels savent de quelle manière accompagner la personne sans que ce soit dans la loi. Et c'est pas une hypocrisie, c'est un engagement soignant. Et donc, ne pas aller trop loin, c'est ce qu'on appelait ne pas avoir besoin de la loi dans ce cas-là. Je pense, alors, les gens diront, mais... de conscience à conscience. Les gens diront, dans une démocratie, il faut qu'il y ait un principe de justice. Mais vous voyez, maintenant qu'on est confronté au fait d'avoir à définir ce que va être le cadre de la loi, on va remettre en cause, quelquefois, une relation très singulière entre un grand médecin, pour moi, et j'en connais. Un grand médecin, c'est la personne qui sait à quel moment, en concertation avec la personne, on ne va pas aller trop loin. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, ça paraît être un euphémisme, mais je pense que c'est un élément à prendre en compte dans le débat. Merci Étienne Hirsch. En tout cas, on reparlera de ça avec vous parce que il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, vous voyez que
Vraiment, ne jamais aller vers les généralités, ne jamais croire que tout peut être réglé par la loi ou tout peut être réglé par tel ou tel médecin. C'est pas ça, c'est aussi la liberté de conscience et la conscience de la liberté. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Hirsch, d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Soigné par la mort, est-il encore en soins? C'est aux éditions du Cerf. Tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.